La situation qui prévaut au Mali n'est pas étrange à nos compatriotes vivant au Qatar. Ils soutiennent vivement la politique des autorités de la transition. Ils l'ont fait savoir au Premier ministre lors d'une rencontre à l'ambassade du Mali à Doha. Le chef d'état-major général des armées face aux hommes de médias dans l'enceinte de la DIRPA. Devant les journalistes, l'officier supérieur a abordé des questions relatives à l'évolution des femmes sur le théâtre des opérations. Le premier numéro du café de presse est initié par la Direction générale du commerce et de la consommation. Cet exercice numéro 1 a porté surtout sur les efforts consentis par l'État pour l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal et toutes nos excuses pour le retard accusé. Le Mali vient d'être battu par la Tunisie au compte du match de barrage aller de la Coupe du Monde Qatar 2022. Score final, 1-0. Avec moi dans ce studio, Kodi Sibi. Bonsoir. Oui, bonsoir Fousseni, bonsoir à tous. Alors, que peut-on retenir de ce match Aigle du Mali, Aigle de Carthage? Voilà, Fousseni, les Aigles étaient attendus en tout cas pour se faire une assise dans cette rencontre aller en vue du retour prévu mardi du côté de Tunis. Et ce qui va compliquer davantage la tâche des Aigles du Mali. Et voilà donc ces Aigles qui n'ont pas été suffisamment mordants pour pouvoir réagir et renverser la situation. Et encore une fois, le manque criard d'efficacité a été un point tout à fait négatif dans ce football des Aigles du Mali. Il va falloir réagir mardi prochain du côté de Tunis pour pouvoir donc renverser le cours de ces éliminatoires, les barrages allés. Mais c'est comme ça, il faut saluer surtout, Fousseni, la très forte mobilisation des supporters des Aigles du Mali qui ont donc pris d'assaut le stade du 26 mars. Voilà, ces supporters nostalgiques qui ont rempli les gradins du stade du 26 mars pour pousser les Aigles à la victoire. Mais hélas, il y a des jours sans, comme ça l'a été aujourd'hui, du côté des Aigles du Mali. Et donc, comme je le disais, on va donc croiser le doigt et attendre mardi pour la rencontre retour pour voir alors comment les Aigles vont réagir. Rien n'est encore perdu mathématiquement puisque c'est possible la façon dont les Tunisiens sont venus gagner ici. Alors les Aigles peuvent aller faire autant en terre tunisienne. Ce ne sera même pas la première fois puisque vous vous rappelez à Tunis 94, les Aigles s'étaient imposés à Tunis. Alors nous souhaitons tout simplement encore une fois bonne chance. On garde espoir pour voir les Aigles. Ne doit pas faiblir. Pas du tout, pas du tout. Merci Kodi Sibi. Merci bien. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu aujourd'hui notre compatriote Malamine Koné, invité d'honneur du forum Maroco-Malien tenu la semaine dernière ici à Bamako. Le chef de l'État a invité son hôte du jour et les autres Maliens de la diaspora à s'investir davantage pour contribuer efficacement à l'économie du pays. Malamine Koné, par ailleurs équipementier des Aigles du Mali, a offert un maillot au chef de l'État. Nous l'écoutons au micro de Kodi Sibi. C'était d'abord une belle rencontre. On a parlé de beaucoup de choses, notamment le forum qui a été organisé par le ministre des Maliens établis à l'extérieur pour un investissement plus productif de la diaspora. On a parlé de l'implication, de plus d'implication de la diaspora dans le développement de l'économie malienne. Le président a conscience que le rôle de la diaspora ne doit plus se limiter qu'au transfert de fonds. Il souhaite plus d'implication, que la diaspora apporte ses connaissances et son expertise pour aider les jeunes Maliens à être de futurs grands entrepreneurs. Donc je trouve que c'est un projet ambitieux. On a aussi évoqué la création d'un fonds d'investissement de la diaspora, un projet qui me tient à cœur, que j'ai eu l'occasion de proposer à différents chefs d'État maliens auparavant. Il m'a donné l'engagement que ce fonds d'investissement verrait le jour et que lui, ce qu'il veut, c'est que les Maliens se prennent en main. Ce qu'il veut, c'est que le Mali soit acteur de son propre développement. Lui, ce qu'il veut, c'est rester à l'écoute de tous les partenaires, sans exception, de tous les partenaires qui peuvent aider le Mali à être un grand pays et surtout à nous donner à nos Maliens le nouveau Mali dont on rêve tous. Et ça me plaît. Et ça, pour ça, je suis prêt à m'engager.
Actualité oblige, hein, on parle un petit peu quand même football avec les Aigles. Ils sont aujourd'hui face aux Aigles de Carthage de la Tunisie dans un match absolument important. Votre message? Je voudrais lancer un message aux supporters. Dans le sport, il faut accepter la victoire comme il faut accepter la défaite. Restons fair play, quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Nos amis tunisiens sont ici. On les a reçus dans de bonnes conditions. Direction Doha au Qatar où séjourne le Premier ministre. Il a reçu aujourd'hui, cet après-midi, le président du groupe Blue Mosaic, un groupe spécialisé dans la fabrication des équipements médicaux et dans la mise à niveau des hôpitaux. Son président a exprimé au Premier ministre le désir de son groupe d'investir au Mali. Une volonté saluée par Dr Choguel Kokala-Maïga qui a souligné toute la disponibilité du gouvernement à soutenir les investissements, surtout dans le domaine de la santé. Je vous propose d'écouter Khalil Karaoui au micro de nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Adama Kamara. En fait, nous avons eu une discussion sur les opportunités, la possibilité de progresser sur l'investissement dans le domaine de la santé. Donc, le Mali représente un grand pays qui est au centre de l'Afrique, qui est le lien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Centre. Et ça nous intéresse de bien investir dans le domaine de la santé au Mali. En fait, nous avons les équipements de laboratoire. On a accès à la mise à niveau des hôpitaux. On fait du consulting, c'est-à-dire on fournit les équipements des hôpitaux. Et voilà, nous avons des représentations européennes, américaines et iraniennes de produits qui sont de première nécessité pour les hôpitaux, de consommables. J'ai bien compris qu'au Mali, vous encouragez les investissements étrangers, que ce soit en termes de le gouvernement, et le support du gouvernement, le support en termes de taxes. Ça, c'est très intéressant. Donc, bien sûr, une petite réunion qui est très grande en termes d'apport. J'espère qu'on va échanger après, qu'on reprendra contact pour développer plus et peut-être on viendra au Mali pour des visites. Nos compatriotes vivant au Qatar suivent de près l'actualité au pays et soutiennent vivement la politique des autorités de la transition. Ils l'ont fait savoir au Premier ministre lors d'une rencontre cet après-midi à l'ambassade du Mali à Doha. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Adama Kamara. La communauté malienne à Doha au Qatar est estimée à environ 200 personnes. Elles sont pour la plupart dans la fleur de l'âge et excellent dans le domaine des bâtiments et travaux publics surtout. Avec le Premier ministre, ces jeunes ont exprimé leur soutien indéfectible à la politique que mènent les autorités de la transition avant d'évoquer leurs préoccupations. Quand tu arrives au Qatar ici, tu dois avoir les Qatar ID. Tout le monde au Qatar ici doit avoir 40 Qataris, comme si tu es né au Qatar. Oui, pour avoir ça, tu dois être dans la voie normale. On a parlé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il a vraiment bien compris notre problème. Bon, aussi, j'ai l'espoir qu'on peut avoir des solutions. Parce que l'autorité malienne doit intervenir pour appuyer pour travailler avec les autorités qataries pour faciliter ces procédures. L'ambassade du Mali à Qatar, ouverte seulement en 2016, travaille d'arrache-pied à fructifier la coopération bilatérale au bénéfice et des migrants et de l'État malien. Je puis vous assurer que l'ambassade ne fera économie ni de son temps, ni de son énergie pour renforcer la fructueuse coopération entre nos deux pays en vue de permettre un développement harmonieux et équilibré de notre cher Maliba dans un contexte nouveau de Mali courant. Monsieur le Premier ministre, Doha est une plaque tournante des grands événements offrant des possibilités de valorisation ou de découverte des potentialités du Mali. Dans ce sens, il est opportun d'inscrire la participation du Mali au Forum de Doha sur l'agriculture dans l'agenda de notre pays de manière qu'elle soit institutionnelle, décalée de tout agenda et des impératifs politiques et institutionnels.
Abondant dans les mêmes sens, le Premier ministre dira que le gouvernement a déjà entamé des pourparlers avec la partie qatari pour mieux encadrer les Maliens ici. Des initiatives sont également en cours pour faciliter leur réinsertion au pays en cas de retour volontaire. Pour l'essentiel de la communauté, ils ont tous une préoccupation, c'est qu'ils sont dans une situation très précaire. Donc ils demandent aux autorités d'accélérer les discussions avec le gouvernement qatari pour pouvoir régulariser leur situation. Il se trouve que notre gouvernement a déjà engagé ces discussions pour qu'on formalise et que les Maliens qui sont ici installés puissent être couverts par un accord intergouvernemental, parce que c'est un gouvernement qui veut contrôler l'immigration et ils veulent le faire en accord avec les différents gouvernements. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est le sentiment patriotique très fort, très aigu et exprimé avec beaucoup de conviction. J'ai été très impressionné parce qu'ils sont loin du pays, ils sont dans les difficultés, mais ces jeunes, ils vibrent au même diapason que les jeunes à l'intérieur du Mali. Vous avez entendu leur message de soutien inconditionnel au président, au gouvernement, ou toutes les institutions de la transition, parce qu'ils disent que dans leur compréhension, ils voient que ce gouvernement est en train de travailler pour l'intérêt supérieur du peuple malien. Lorsque des citoyens qui sont à des milliers de kilomètres du pays, qui sont dans une situation presque inconfortable, suivent avec autant d'acuité et d'intérêt l'actualité nationale et qu'ils le vivent, je crois que ça veut dire que le gouvernement a réussi l'une des choses les plus difficiles pour un gouvernement, c'est-à-dire faire en sorte que tout le peuple, sinon l'écrasante majorité du peuple, comprenne ce que fait le gouvernement et est d'accord avec lui. Et je leur ai dit que le souhait du président de la transition, du gouvernement et de toutes les institutions, notamment le Conseil national de transition, c'est de faire en sorte qu'à la fin de la transition, nous puissions sécuriser notre pays. Deuxièmement, pouvoir faire des élections transparentes et crédibles, incontestées, pour que le président qui sera installé soit un président véritablement légitime et qui comprendra qu'il a été installé par le peuple et c'est ce même peuple qui décidera de son sort en fonction de ce qu'il fera de son mandat. La rencontre s'est achevée sur des notes d'espoir, espoir d'un Mali libre, réconcilié et en paix. En image, le Premier ministre qui poursuit son séjour à Doha au Qatar a participé à la prière de vendredi à la grande mosquée Mohamed Ibn Abdul Wahhab, la plus grande mosquée de Doha, ouverte en 2011 avec une capacité de 30 000 places. Le Premier ministre et sa délégation ont prié pour la paix au Mali et la réussite de la transition. Après la prière, Dr Shogel Koukala Maïga s'est entretenu avec le grand imam de la mosquée, à qui il a également demandé des bénédictions pour le Mali. Alors, le chef du gouvernement à la grande mosquée de Doha. Voilà une mosquée construite en 2011 et d'une capacité de 30 000 places. Les marcheurs panafricains qui ont quitté Dakar le 17 février dernier pour venir apporter leur soutien au peuple malien ont passé la nuit du mercredi dans la ville de Kolokani à quelques 125 km de Bamako. Ils sont arrivés le même jour à Djidjeni dans la journée où ils ont déjeuné avec les autorités. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Drissa Koné et Makandia Kité. Partis de Diema le 19 mars, les panafricanistes ont parcouru 180 km pour rallier Djidjeni dans la matinée du mercredi 23 mars. Ils ont marché des jours comme des nuits avec en leur sein des membres du comité national d'accueil depuis Diboli. Quand quelqu'un décide de laisser son travail, de laisser ses activités et d'apporter sa pierre à l'édification de l'Afrique et à soutenir les actions qui se font aujourd'hui dans ton pays, tu ne peux pas, en tant que patriote convaincu, panafricain dévoué, ne pas les accompagner.
Le Mali et le Sénégal, c'est la même famille. C'est un grand plaisir pour moi de voir ces marcheurs. Pas pour le Mali seulement, mais pour l'Afrique. À Didiéni, personne ne voulait se faire raconter l'événement. Les populations sont sorties pour les accueillir à 10 km. Une communion totale, comme pour dire que l'Afrique est une. Nous, en tant que panafricains, si on voit que le peuple mali, depuis des années, se bat pour avoir sa souveraineté, pour avoir une stabilité politique et économique, pour que les populations puissent vivre dignement sans traverser le désert, aller en Europe ou ailleurs, et qu'aucun pays africain ne vienne les soutenir. Nous devons venir les soutenir. Parti de Didiéni à 15h, la colonne s'est mise en branle pour Kolokani sur une distance de 38 km. Torche en main, l'équipe est arrivée à 23h. Malgré l'heure tardive, presque tout Kolokani était à l'accueil à la préfecture pour leur réserver l'hospitalité malienne. C'était la ferveur. Ce jeudi matin, le peuple du Bélédougou et les marcheurs ont procédé à la montée des couleurs. Le moment est émotionnel. Monsieur le préfet, nous faisons ce serment. Nous ferons l'Afrique. Nous ferons le Mali. Au prix de notre sang, nous irons de l'avant. Merci la jeunesse. Nous sommes très fiers de leur initiative. Nous sommes très fiers de leur dévouement, leur attachement à la cause malienne et vraiment surtout leur sacrifice qu'ils sont en train de consentir pour le peuple malien. Au cours de la conférence de presse animée ce jeudi après-midi, le comité national d'accueil fait cette annonce. C'est pour lancer un appel, un vibrant appel à l'ensemble du peuple malien, hommes, jeunes, femmes de tous bords, pour que chacun vienne au niveau du boulevard de l'Indépendance le 29 mars 2022, c'est-à-dire le mardi prochain, à partir de 14h jusqu'à 18h. On va accueillir les jeunes Sénégalais qui ont marché depuis combien de temps, déjà plus d'un mois, et qui ont déjà dépassé l'étape de Kolokani. Rappelons que les marcheurs sénégalais au nombre de 25 ont quitté Dakar le 17 février dernier. Ils feront 1360 km pour venir remettre le drapeau malien aux autorités de la transition, histoire de témoigner leur soutien au peuple malien face aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Session parlementaire à Ségou. Les membres du CNT ont tenu leur première session de restitution des travaux parlementaires délocalisés dans la capitale de Balanzan. Cette session, qui a bénéficié de l'appui de l'Union interparlementaire, a permis aux membres du CNT d'échanger avec les forces vives de la région sur plus de 75 lois votées lors des sessions parlementaires de 2021. Kandesila. Devoir de redevabilité, c'est à cet exercice que les membres du Conseil national de transition se sont livrés lors de cette première session de restitution des travaux parlementaires délocalisés à Ségou. Une occasion de partager avec les forces vives les 75 lois votées au niveau des différentes commissions du CNT. Parmi ces lois importantes, d'abord on peut parler de la charte. La charte, parce que c'est quand même une loi importante du pays, parce que ça a permis effectivement de recadrer un certain nombre de choses pour que certains ministères puissent vraiment bien travailler. Nous avons aussi révisé la loi domaniale et foncière. Vous savez, les 80% des litiges au niveau des tribunaux, ça concerne le foncier. Au niveau aussi de l'armée, il y a des lois qui ont été votées aussi qui ont permis de créer l'école de guerre. Des questions-réponses ont permis aux citoyens de Ségou de mieux cerner les contours des lois votées. Nous témoignons de l'intérêt que revêt un tel exercice dans le cadre de la consolidation d'un état de droit indispensable à la réussite de la refondation du Mali. Pour qui connaît les turpitudes que notre pays traverse depuis une dizaine d'années, mesure la portée de cette action. Activité qui s'inscrit dans le cadre d'une gouvernance redevable. Le cri de cœur du maire, comme de plusieurs autres intervenants à l'adresse des membres du CNT, est la situation difficile des travailleurs de la Comatex SA qui sont en arrêt de travail il y a bientôt 3 ans.
L'armée malienne, c'est une mission, une vision, des moyens et des stratégies en vue d'aboutir à une sécurisation optimale du territoire. C'est en substance les propos partagés par le chef d'état-major général des armées lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce matin à la DIRPA. Conférence suivie par notre reporter Al-Husseini Touré. Devant les hommes de médias, le chef d'état-major des armées a donné les gages d'une armée professionnelle et respectueuse des droits de l'homme dans toutes ses opérations sur le terrain. Le général Omar Diarra a donné la vision qu'il entend imprimer à notre armée. Il s'agit de la conduite des opérations militaires. Nous sommes venus, il y a le plan Maliko, plan Maliko, opération Maliko. Et ce plan-là, c'est un plan militaire, mais il intègre pratiquement tous les leviers de l'État. La deuxième opération majeure sur laquelle nous sommes, ça, c'est l'opération Keletigui. Il s'agit de rechercher et de détruire les sanctuaires terroristes. C'est qu'il y a certaines zones, certaines forêts qui sont là, qui représentaient vraiment des dangers. Je vais donner pratiquement le cas de la forêt de Ouagadougou, vers la frontière mauritanienne. La troisième opération majeure sur laquelle nous sommes, ça c'est un projet. Il s'agit de l'opération Tilekura. Effectivement, on nous avait instruit de travailler par rapport à la sécurisation du processus électoral. Sur les élections restent une priorité, c'est une priorité du gouvernement. Et nous sommes bien avancés dessus, nous sommes en train de travailler. Connu pour être un homme intègre mais surtout discret, le SEMGA rassure sur le processus de recrutement qui vise à doter notre outil de défense d'hommes et de femmes capables de relever les défis. Nous avons dit à nos forces, au niveau de chaque état-major et direction des services, de travailler à prendre le leadership des actions. Les gens sont venus nous aider, nous profitons beaucoup de leur expertise. Il faut que nous profitons pour développer nos propres capacités. Et en l'espace d'un mois, en l'espace de certains moments, qu'on soit vraiment autonome et qu'on dise, voilà, maintenant vous êtes là, nous sommes bons, faire ce que, voici, nous pouvons le faire. Et peut-être leur rôle sera seulement un rôle d'accompagnement. Il y a pratiquement 4 mois qu'on a commencé un recrutement spécial. Et je vais le préciser, ce n'est pas un DDR. C'est un recrutement spécial, un recrutement normal. Tu viens, tu dis, j'ai l'honneur au chef d'état-major, j'ai l'honneur, et puis tu écris ta demande. Mais la condition, c'est l'arme. L'avenir se construit dès aujourd'hui et le général y a déjà pensé et a mis sur pied un projet y dédié. Le projet d'avenir, c'est quoi? C'est de renforcer la formation et l'entraînement au niveau des hommes. Parce que ça, c'est vraiment le credo au niveau de l'état-major général des armées. Une structure est là, l'état-major général des armées est là pour conduire les opérations. Mais pour conduire ces opérations, il faut que les armées, l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale, recrutent, former les gens, préparer les hommes et les mettre à la disposition de l'état-major général pour que nous les employions au commun. Le recrutement spécial et le DDR constituent également des sources de renforcement de l'armée en personnel. Quant aux droits de l'homme, ils constituent une priorité pour les responsables de l'armée. Le directeur de la justice militaire à ses côtés ne dirait pas le contraire. Ouverture de la 5e édition des Golden Day au Centre international de conférences de Bamako, un forum qui réunit les entreprises des secteurs miniers et énergétiques, les étudiants et jeunes diplômés évoluant dans le secteur minier. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur minier. Inaba. Devenu une tradition, les Golden Days offrent l'occasion de renforcer les liens de coopération entre les acteurs du secteur minier et de l'énergie. Ce forum est un cadre d'échange entre les communautés locales, les entreprises minières et toutes les personnes qui ont des intérêts particuliers pour le développement des mines dans notre pays. Ce qui nous a motivés déjà à créer le projet, c'est vraiment les opportunités qu'on a pu découvrir dedans et le fait que c'est une industrie qui a vraiment un gros impact économique pour le Mali. Donc on s'est dit que ce serait important de créer ce cadre d'échange. Le dernier mot, c'est vraiment de dire à la jeunesse et puis à la population malienne d'être curieux, de fouiller, parce qu'on a beaucoup d'industries qui sont importantes pour le développement économique et qui ont de la place un peu pour tous les Maliens. Pour cette 5e édition, le thème retenu est la complémentarité croissante entre les mines et l'énergie. Le but est de faire le lien entre les mines et l'énergie. Les Golden Days des 24 et 25 mars ont pour ambition notamment la consolidation d'une plateforme d'information dans les secteurs miniers et des énergies renouvelables, le développement de l'intérêt des jeunes et des jeunes entreprises pour les secteurs miniers et les énergies renouvelables, la présentation d'opportunités d'emplois et d'affaires. C'est le lieu de développer un réseautage entre acteurs des secteurs miniers, des énergies renouvelables, des PME-PMI offrant des services similaires dans le but de développer plus de partenariats au niveau local.
Ce véritable rendez-vous du donner et du recevoir met l'accent sur le développement du contenu local, toutes choses qui vont permettre à la population malienne de profiter des sociétés minières. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse profiter de nos énergies et de nos mines pour aller de l'avant. C'est la politique de notre pays aujourd'hui, c'est de briller par nos propres ressources et les principales sont l'or et les énergies, le soleil et tout le reste. Des panels sur le financement de l'activité minière, montage technique d'un projet solaire et la visite des stands ont été les temps forts de la cérémonie. Droit et protection des données à caractère personnel au Mali, regard croisé des universitaires et des praticiens. Le thème est au centre de la journée scientifique organisée par l'autorité de protection des données à caractère personnel. Cette journée s'inscrit dans le cadre de l'anniversaire du lancement des activités de l'APDP. Nohom Sissoko. L'autorité de protection des données à caractère personnel entend poursuivre sa mission d'information et de conseil du grand public sur ses droits et obligations en matière de données à caractère personnel. D'où cette journée scientifique dans l'espace universitaire sur le thème « Droits et protection des données à caractère personnel au Mali », regard croisé des universitaires et des praticiens. La journée s'inscrit dans le cadre du premier anniversaire du lancement des activités de l'APDP. L'objectif général de cette journée est de contribuer à mieux vulgariser le cadre juridique de la protection des données à caractère personnel afin de permettre une meilleure appropriation des principes encadrant la collecte et le traitement des données à caractère personnel au Mali. Cette journée consacre aussi la signature de conventions de partenariat entre l'APDP et l'USJPB qui est en charge de la formation juridique, administrative et politique. Nous souhaitons, dans les jours à venir, étendre les conventions de cette nature afin de forger chez les étudiants depuis l'université l'adoption d'une hygiène numérique saine. L'APDP est une autorité administrative indépendante créée en 2013 et installée 2 ans après. Elle assure à toute personne physique ou morale, publique ou privée, la protection de ces données dans le respect des libertés et des droits fondamentaux en matière de traitement de données informatiques. Bonne nouvelle pour les populations. Bientôt, l'inauguration de la clinique périnatale Mohamed VI, roi du Maroc. En prélude à l'événement, une formation à l'utilisation des équipements a été lancée hier et suivie d'une visite des locaux. Alpha Meiga. C'est au flanc des collines de Sebeninkoro, en commune 4 du district de Bamako, que se dresse cette infrastructure sanitaire sur 5 hectares. C'est la clinique périnatale Mohamed VI, roi du Maroc. Ici, une séance de travail entre Maliens et Marocains. C'est pour procéder au lancement de la formation des 87 agents, dont 48% de femmes, avant le démarrage des activités de soins. Le démarrage, c'est celui qui nous occupe maintenant pour une durée de 2 semaines et qui va concerner la formation sur la totalité des équipements et est une formation à la fois technique sur l'utilisation des équipements et également une formation applicative sur la façon d'utiliser ces équipements auprès et au bénéfice de patients. Et que la clinique puisse ouvrir tout de suite après les formations afin qu'elle puisse profiter aux mamans et aux bébés. C'est pour exprimer déjà le sentiment de gratitude et à l'endroit du roi du Maroc. Je souhaite que la formation se passe très bien et que très bientôt la clinique puisse ouvrir ses portes. En compagnie de la partie marocaine, le ministre de la Santé a visité les infrastructures. On est content que les mamans soient sereines, qu'elles restent sereines parce que déjà nous avons un plateau technique ici de haute qualité et de haute disponibilité. Donc c'est notre objectif aussi que de soigner tout le monde au Mali. Je pense que pour la maman et pour l'enfant, nous avons déjà ici quelque chose qui nous permet d'atteindre cet objectif. Donc je voudrais rassurer les mamans qu'elles sont en de bonnes mains. Aujourd'hui, on est dans un modèle de cette coopération qui démontre combien Sa Majesté accorde beaucoup d'importance à la femme africaine, à l'enfant africain. Et c'est un projet qui va être le joyau de cette coopération. Plus de 3,5 milliards de francs CFA, c'est le montant investi pour la réalisation de cette infrastructure dont les travaux sont finis il y a 3 ans. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré de nouveaux cas positifs sur 1358 tests réalisés, 5 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 42 patients sont sous traitement.
Je vous le disais au début de ce journal, le premier numéro du café de presse initié par la Direction générale du commerce et de la consommation. Cet exercice numéro 1 tenu cet après-midi a porté surtout sur les efforts consentis par l'État pour l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Boubacar Bablentouré. Depuis le début de l'embargo imposé par la CEDEAO et l'UEMOA, des spéculations et des rumeurs vont bon train quant au prix de certaines marchandises et l'approvisionnement du marché par les produits, en l'occurrence les denrées de première nécessité. C'est pour désormais couper court à ce phénomène que la DGCC, Direction générale du commerce et de la consommation, a initié ce café de presse. Premier du genre, cet espace se veut un désormais cadre d'échange et de partage d'informations avec les hommes de médias sur les sujets relevant du secteur commercial. Vous aurez compris que, nonobstant toutes les difficultés que traverse le pays, la crise sécuritaire, la crise sanitaire, mais aussi les sanctions injustes et illégitimes que subissent les populations, nous avons démontré que ces sanctions, le Mali est resté debout et résilient. On a, à travers une analyse synthétique, démontré que les mesures, les sanctions, grâce à la proactivité des autorités, n'ont eu finalement qu'un effet marginal sur le niveau des prix et l'approvisionnement du pays a continué quasi normalement. Un cadre mis aussi à profit pour informer la presse de la situation de la chaîne d'approvisionnement du marché en cette veille du mois de Ramadan, considérée comme une période de forte consommation. Quand on regarde le flux des évacuations de produits, le volume des informations enregistrées chaque semaine et les stocks disponibles auprès des principaux distributeurs de ces denrées, on est en mesure de rassurer la population aujourd'hui qu'il n'y aura pas de rupture de stock. Le mois de Ramadan se passera dans des conditions plus que normales. Il peut exister des petits problèmes d'accessibilité grâce à l'effort du gouvernement en cours en matière de distribution. Et nous avons anticipé cela. Aujourd'hui, il y a un programme, un plan d'urgence de sécurité alimentaire qui entend importer plus de 200 000 tonnes de riz. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs qui se sont engagés à approvisionner le marché à hauteur de plus de 5 000 têtes de bœuf pour le mois de Ramadan. Ce café de presse, qui est une première, sera désormais une tradition pour la DGCC à tout moment où le besoin se fera sentir. Les personnes vulnérables des 6 communes de Bamako, les veuves et orphelins militaires ainsi que l'Amaldem viennent de recevoir de la part de leurs compatriotes Malamine Koné, PDG de la marque Ernest, plus de 60 tonnes de riz, environ 2 tonnes de sucre et bien d'autres denrées. Salimata Ndao et Gaussou Achtouré ont suivi cette cérémonie de remise. À la veille du match aller de qualification à la Coupe du Monde entre le Mali et la Tunisie, Malamine Koné, l'équipementier des Aigles, fait don de vivres aux personnes vulnérables des 6 communes de Bamako. Ce geste permettra, pendant un certain temps, de subvenir à leurs multiples besoins. En outre, il aidera à combler quelque part les besoins de ces familles bénéficiaires dont les moyens sont particulièrement limités. Composé de plus de 60 tonnes de riz, d'environ 2 tonnes de sucre, des milliers de litres d'huile et de dattes, ce don arrive au bon moment selon les bénéficiaires, parmi lesquels de nombreuses veuves et des orphelins militaires qui constatent la cherté des denrées sur le marché et dont la majeure partie prépare le mois de Ramadan qui commence la semaine prochaine. Malamine Koné est reconnu pour la constance de ses actions de solidarité. Les actions que je mène, ce n'est pas pour avoir une quelconque reconnaissance. Ce n'est pas pour recevoir des remerciements. C'est juste parce que j'ai envie de me joindre à vous pour apporter ma modeste contribution aux plus fragiles.
À l'occasion de cette cérémonie, le promoteur de Ernest a remis aux supporters des Aigles et à l'association des Gros Bras des tickets pour le match Mali-Tunisie. Malamine Koné a également pensé à l'association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l'enfant à Maldem. C'est la 3e fois qu'ils s'y rend et c'est avec joie que les enfants l'accueillent. C'est un grand plaisir pour nous. Et comme dit Ag, nous ne pouvons que le remercier. Merci pour votre visite et merci pour vos gestes. Merci pour tout. À la Maldem, Malamine Koné a remis symboliquement 1,5 tonne de riz et du sucre. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le budget 2022 du Centre de formation des collectivités territoriales. La structure vient de tenir la 15e session ordinaire de son conseil d'administration. Mamoutou Dante. En 2021, malgré des difficultés, le Centre de formation des collectivités territoriales a formé plus de 3000 agents à travers le pays. C'est ce qui ressort de la 15e session ordinaire de son conseil d'administration. Je porte une appréciation très positive sur les résultats obtenus par le Centre au 31 décembre 2021, avec 96% de taux d'exécution physique des activités, y compris des interventions hors programme, contre 57% en 2020. Ce bilan d'exécution physique et financière, en nette amélioration par rapport à l'exercice écoulé, témoigne de l'importance des efforts fournis par le Centre, nonobstant les difficultés et contraintes ayant entravé l'exécution des activités planifiées. Avec comme budget de l'exercice 2022 qui s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA, les autorités de la transition encouragent les CFCT à tenir les caps. Le projet de budget du CFCT au titre de l'exercice 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 milliard 658 millions 16 045 francs CFA contre 1 milliard 384 692 648 francs CFA en 2021, soit un taux d'augmentation de 20%. Je ne doute point que nous parviendrons, à l'issue de nos travaux, à des conclusions et recommandations pertinentes pour la continuité et la pérennité d'une offre de formation de qualité au profit de toutes nos collectivités territoriales. En termes de nombre, nous avons formé plus de 3000 auditeurs élus comme agents des collectivités territoriales et autres acteurs. Nous ambitionnons d'atteindre au minimum 4000 auditeurs. Cette 15e session ordinaire a validé les programmes d'activité du budget annuel, le procès verbal de 2021 et le budget de 2022. Le projet de financement inclusif des filières agricoles a tenu ce jeudi la 4e session ordinaire de son comité de pilotage. Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 de la note stratégique du FIDA pour le Mali qui vise à améliorer l'inclusion financière rurale des petits producteurs et micro-entrepreneurs. Mamadou Fane. Promouvoir les transferts durables des filières agricoles en améliorant l'inclusion financière dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement agricole du Mali, c'est la mission assignée au projet de financement inclusif filière agricole du Mali et le projet SD3C G5 Sahel plus 1. C'est pour évaluer la mise en œuvre de ces activités que les partenaires de ces projets se réunissent en comité de pilotage. Nous sommes à mi-parcours du projet. Aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs sur l'inclusion sociale, sur 400 000 personnes attendues, nous sommes à 220 000 personnes touchées, femmes et jeunes qui ont été formées, accompagnées, mises en relation avec les institutions de microfinance. Le projet a déclenché aussi notre chantier qui est en cours sur l'assurance agricole au Mali. Le projet inclusif est une initiative du gouvernement malien avec l'appui financier du FIDA, du Canada et du Royaume du Danemark. La 4e session du comité de pilotage du projet inclusif qui s'ouvre aujourd'hui me donne aussi l'occasion de vous informer du démarrage du nouveau projet arrimé au projet inclusif. Il s'agit de la composante Mali du programme spécial SD 3C G5 Sahel plus 1, programme conjoint Sahel en réponse aux défis de Covid-19, conflits et changements climatiques. Le présent comité de pilotage est consacré à l'examen et l'adoption des plans de travail et du budget 2022, un budget de plus de 10 milliards pour les deux projets.
Environ 4 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'exercice 2022 de l'Université de Ségou. Information issue de la 12e session du conseil d'administration de la dite université tenue en début de semaine à Ségou. Fousseini Samake. Le rapport d'activité 2021, le plan stratégique de la recherche 2021-2025, le programme annuel 2022 sont entre autres points examinés au cours de cette 12e session du conseil d'université de Ségou. L'année 2021 fut particulièrement difficile sur le plan financier, en raison notamment des coupures budgétaires et de l'arrivée à terme de certains financements extérieurs, dont celui non moins important du PADES. L'année 2022 s'annonce avec un budget encore moins élastique, avec un montant de 3 816 381 722 francs CFA contre 3 849 229 000 francs CFA en 2021, soit une diminution de 32 847 278 francs CFA. Malgré certaines contraintes liées à la pandémie du Covid-19, la crise sécuritaire et le nombre élevé d'étudiants, des progrès remarquables sont réalisés en 2021. Nous vous félicitons, Monsieur le Recteur, et votre équipe à continuer dans cette voie pour assurer le rayonnement de notre jeune université. C'est aussi le lieu de remercier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour les efforts déployés pour l'acquisition du titre foncier de la ferme de Soninkroa. Rappelons que l'université de Ségou, qui a ouvert ses portes en 2012, compte aujourd'hui la faculté des sciences sociales FASO, la faculté d'agronomie et de médecine animale FAMA, la faculté du génie et des sciences FAGES et l'Institut universitaire de formation professionnelle UFP. Nous partons à Koulikoro. Lancement du projet de consolidation de la paix par les participants actifs des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion et prévention des conflits liés aux ressources naturelles. Ce projet est financé à environ 480 millions de francs CFA par les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Il sera mis en œuvre dans 16 communes de la région de Koulikoro. Djemba Moussa Konate. La consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion prévention des conflits liés aux ressources naturelles, c'est l'intitulé du nouveau projet du consortium des ONG nationales Hazar ou Liens des familles en Tamashek et AFAD, Association de formation et d'appui au développement dans la région de Koulikoro. Le projet s'inscrit dans le cadre de la mission d'appui de l'État par le consortium en matière de consolidation de la paix et du vivre ensemble au Mali. La présente action financée par le Peace Building Fund des Nations Unies à hauteur de 800 000 $, environ 400 millions de francs CFA, vise à promouvoir la participation active des femmes et des jeunes dans les instances, initiatives de gouvernance foncière, en démontrant la valeur ajoutée de leur implication et de leur contribution pour une gestion plus pacifique et durable des ressources naturelles dans un contexte marqué par les conflits. Pour la mise en œuvre de ce projet, le consortium d'ONG Hazar-AFAD envisage d'adopter une démarche intégrée pour offrir des solutions innovantes et adaptées pour consolider la paix au Mali. De 2014 à nos jours, le PBF a investi environ 64 millions de dollars US, soit un peu plus de 38 milliards 120 millions de francs CFA dans la réalisation des 36 projets du Mali. Le Mali vit depuis 2012 une crise multidimensionnelle sans précédent. Les femmes et les jeunes sont les couches les plus impactées par cette crise. Le gouvernement du Mali a été toujours conscient que sans paix, le projet sera mis en œuvre dans un délai d'1 an et 6 mois dans 16 communes de la région de Koulikoro. À suivre, après ce journal, un documentaire sur les sanctions de la CEDEAO et les réactions qu'elles ont suscitées à travers le continent ainsi que le processus de refondation du pays. Un document intitulé justement les sanctions de la CEDEAO, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, une production de la cellule de communication et des relations publiques de la présidence.
Je vous l'annonçais hier, le RTM est en deuil. Les obsèques de notre collègue Koumbaba, secrétaire à l'ORTM, décédé le 17 mars dernier par suite d'une maladie en Tunisie, a eu lieu donc hier jeudi. Elle a été accompagnée à sa dernière demeure par des parents, amis et collègues. Mohamed Sankare. Devant la volonté divine, l'homme ne peut que se résigner. La mort vient d'arracher Koumbaba à l'affection de tous. Ils étaient nombreux aujourd'hui à lui rendre un dernier hommage. Né en 1987 à Caille, Koumbaba a fait ses premiers pas à l'ORTM en tant que stagiaire de la pêche en 2011. Après son stage, comme un coup de destin, elle a décidé de rester à l'ORTM pendant plusieurs années à la direction de la radio rurale. Et cela jusqu'au 30 avril 2021, date de son recrutement par voie de concours interne. Koumba a été une personne vraiment agréable pour la famille, pour les parents, pour vraiment tous les quartiers. Effectivement, on le savait malade, on ne pouvait pas imaginer que vraiment ça allait aboutir vraiment à un décès. Et aujourd'hui, vraiment, nous formulons nos bénédictions pour le repos éternel de son âme. Les mots nous manquent. Nous prions qu'Allah bonifie ses belles actions et lui pardonne tous ses péchés. Koumba était une enfant bien éduquée. Koumba était sympathique. Il était respectueux. C'est tout ce que je peux dire sur Koumba. Qu'elle repose en paix. Je n'ai jamais vu qu'elle s'est disputée ou bien qu'elle s'est chamaillée avec une autre personne. Ce que nous pouvons dire, que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce infinie, l'accueille dans son paradis éternel. Koumbaba repose désormais au cimetière de Niamakuru. Dort en paix, collègues. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.